Nous retrouvons nos invités Georges Hérault et Joachim Italaké pour la suite du débat après le journal direction la République démocratique du Congo et sa coopération avec la Chine. Félix Tshisekedi et Xi Jinping renforcent leur partenariat en visite d'État vendredi en Chine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a été reçu par son homologue Xi Jinping et le premier ministre chinois Li Qiang. Cette visite d'État permet aux deux chefs d'État de redynamiser la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo et la faisant passer de l'étape de partenariat stratégique de coopération gagnant-gagnant à une relation stratégique globale. Il est donc question pour la République démocratique du Congo de renégocier un contrat minier avec la Chine, contrat conclu par Joseph Kabila en 2008 et que Félix Tshisekedi veut renégocier à l'avantage de la République démocratique du Congo. Alors, la RDC espère conclure un accord d'ici à la fin de l'année. Quel regard portez-vous sur cette démarche qu'a entamée Félix Tshisekedi, Georges? Oui. En fait, c'est des choix de ce président qui voudrait renégocier les accords entre la Chine et son pays. Et nous savons que la Chine, qui est un pays partenaire de la RDC, qui exploite beaucoup de secteurs en RDC, les ressources forestières, les ressources minières, agricoles, etc. Et donc, il a hérité quand même d'un partenariat qu'il n'a pas signé. Et donc, il trouve que son pays est lésé et il voudrait quand même renégocier pour qu'il puisse gagner un certain nombre de points à l'avantage de sa population. C'est normal. Et je pense que nous ne le voulions pas, l'Afrique est dans une situation très difficile. Quand je vois la RDC, puisque Nada dit quand la RDC va mal, c'est l'Afrique qui va mal. Parce qu'avec toutes ces ressources-là, je pense que ça doit être l'inverse. Ça doit être les pays qui courent, qui viennent, qui discutent de comment est-ce que comment vous l'appelez, comment est-ce qu'ils vont trouver à gagner quelque chose, à grignoter quelque chose au niveau de la RDC. Mais c'est le président qui va plutôt et qui discute. Je ne pense pas que ces allers-retours sont plutôt à l'avantage de Tshisekedi. Quand moi je suis en train d'analyser les choses, je ne pense pas. Encore qu'il est vers la fin de son mandat et bientôt les élections présidentielles. Et donc il doit faire tout pour être réélu et négocier encore des partenariats. Il s'est mis déjà en difficulté par rapport à certains pays à côté, surtout le Rwanda. Tout ça là devient compliqué pour lui. Donc moi je pense tout simplement que la RDC avec Tshisekedi est quand même en train de retrouver un certain nombre de noblesse, parce que même à l'intérieur avec l'insécurité, même l'inondation qui avait ravagé la population entre-temps. L'éruption volcanique aussi. Exactement. Et donc tout ça, alors que il y a énormément de bénédictions. Énormément, je dis énormément de bénédictions en RDC qui peut permettre à ce pays-là, tout seul, d'aller de l'avant. Il faut qu'on repense à un certain nombre de choses. Pourquoi ne pas aller à l'industrialisation? Pourquoi ne pas aller simplement à l'industrialisation? Parce que aujourd'hui, quand nous disons aux gens, venez exploiter chez nous et nous allons gagner, est-ce que ce n'est même pas mieux de pouvoir passer par les étapes d'industrialisation pour que nous-mêmes nous puissions exploiter nos ressources? Pourquoi nous voulons toujours demander aux gens, venez exploiter et nous allons faire gagnant-gagnant? Merci. Pourquoi nous avons encore cette idée-là? Et pour dire qu'on veut renforcer, on veut renégocier, quelqu'un viendra renégocier pour qu'on exploite, mais je ne pense pas que c'est ça qui va sauver l'Afrique. Alors, Joachim Italaké, quel regard portez-vous sur cette démarche que mène Félix Tshisekedi? Quand il était venu, il avait critiqué cet accord conclu entre Joseph Kabila et certaines entreprises chinoises qui avaient pour objectif, c'était un principe de troc où ces entreprises exploitent certains minéraux congolais plutôt, et puis en retour investissent sur un certain contrat établi à hauteur d'un tel montant, ils investissent dans la construction des infrastructures. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'ils rejettent et qu'ils donnent à l'État congolais, mais ils investissent
ce qu'ils doivent donner à l'État congolais dans la construction des infrastructures. Félix Tshisekedi vient et dit je renégocie l'accord. Il lance, d'abord il crée un groupe de réflexion sur comment renégocier cet accord. Il propose un avenant à la Chine en attendant que d'ici à la fin de l'année, c'est-à-dire en fin décembre, qu'on puisse conclure un nouvel accord avec la Chine. Et aujourd'hui, selon sa déclaration faite vendredi, c'est que ce ne sera plus un partenariat entre la République démocratique du Congo et des entreprises chinoises, mais ils veulent un partenariat entre la RDC et la Chine. Quel regard portez-vous sur cette stratégie de Félix Tshisekedi? Monsieur Georges a touché un point qui est très intéressant. Il a parlé de l'industrialisation. Vous savez, il faut que le public africain connaisse ce qu'on appelle la voie de développement. Et quand les Français voulaient se lancer sur la scène internationale, ils voulaient, en tout cas qu'on dise qu'ils sont un pays développé, je parle des Français en exemple, vous allez vous rendre compte simplement que quand ils constataient qu'il n'y avait pas une compétence clé nécessaire au pays, ils cherchaient un groupe de personnes français qu'ils envoyaient peut-être soit en Angleterre, soit aux États-Unis, pour se faire former et revenir immédiatement prendre la place là qui manque. Je parle ainsi de la formation des compétences, oui, et aussi de l'industrialisation de ces pays-là. Voilà comment les pays développés c'était le canal, c'est très simple. Et ils savent, nos chefs d'État, ils connaissent, ils savent ça. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la RDC de prendre une décision capitale et dire, écoutez, nous avons un sous-sol important. Nous voudrions simplement envoyer aujourd'hui 100 jeunes en Chine qui vont se faire former en tout cas sur l'extraction, la transformation et aussi l'utilisation accrue des minerais que nous avons. Sur ces 100 personnes qui seront évaluées, nous allons les envoyer et sur 5 ans, ils doivent revenir dans notre pays. Et donc, ces 100 personnes seront formées au pays, et en Chine par exemple, et une fois de retour, voici ce que nous voudrons faire, voici les compétences. Ils vont nous orienter maintenant sur l'exploitation de ce que nous voulons faire. Alors, quand on n'a pas industrialisé nos pays, quand nous n'avons pas vraiment les rênes, la même mise sur ce que nous-mêmes nous avons, et que c'est d'autres personnes qui doivent venir nous montrer que, écoutez, vous devez faire extrait d'ici, vous devez faire ci, et en contrepartie, nous allons prendre partir et nous allons vous construire les routes. C'est ridicule. Et ça ne peut pas avantager l'Afrique que nous sommes. Il faudrait qu'on bannisse tout ce qu'on appelle partenariat gagnant-gagnant et tout là, et que nous passions à l'étape de l'industrialisation. Maintenant, on parle parce que c'est stratégie globale. Oui, stratégie globale, c'est des termes qu'on nous avance tout le temps, qui ne finissent jamais. Après la stratégie globale, vous allez voir stratégie sectorielle. Et donc, il faudrait que l'Afrique passe immédiatement à l'industrialisation de tout son continent. Nous avons vu la semaine surpassée l'inauguration de la structure d'Aliko Dangote. Tout à fait, de cette grande raffinerie. C'est une fierté nationale, c'est une fierté internationale et sous-régionale, internationale. Et donc, vous allez voir que c'est ça que l'Afrique a besoin actuellement. Si aujourd'hui, le Togo que nous sommes, nous faisons exploiter le phosphate, nous faisons exploiter des minerais et tout, et que nous n'avons pas le manganèse, nous n'avons pas la transformation sur place, nous ne pouvons pas transformer ça. Je pense que c'est tellement ridicule que les Blancs eux-mêmes, ils se moquent de nous tout le temps. Parce que comment se fait-il que pendant des années, depuis que nos pays d'Afrique existent il y a longtemps, nous avons essayé dans l'indépendance, déjà ça fera 100 ans bientôt, nous sommes dans les soixantaines d'années, et depuis ce temps-là, on peine à retrouver notre stabilité en termes d'industrialisation. Vous allez vous rendre compte que les bourses d'études qu'on envoie à nos jeunes d'aller étudier, on les envoie d'aller étudier la géographie, d'aller étudier la science avilière, la science politique et tout, sans qu'on puisse toucher du doigt ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrialisation. Il faudrait que toutes les bourses, normalement dans chaque pays, il faut que les bourses d'études soient sectorialisées. C'est-à-dire, on envoie au Togo chaque année, si la France veut nous aider, le Togo envoie 10 jeunes, 1000 jeunes sur un secteur clé qui est lié, qui a trait à l'extraction, à la science exacte. C'est de ça que nous avons besoin. Sans cela, je pense que nous allons nager toujours en l'air et on va
Parce que vous savez, les partenariats qu'on est en train de tisser, on prend 1 milliard et on vous donne 10 000 francs. Ça n'a pas de sens. Et quand on voit, ça fait mal, mais on ne peut rien. Il faudrait qu'on se réveille. Il faudrait que les mentalités puissent changer pour que nous puissions passer rapidement à l'industrialisation. Parce qu'aucun pays aujourd'hui ne peut se doter, ne peut se frapper la poitrine qu'il a développé sans qu'il puisse avoir une industrialisation bien acquise sur son terrain national. Donc, vous n'êtes pas dans la même logique que Félix Tshisekedi. Tout ce qu'il fait là, ça ne va pas profiter à la RDC, même si l'objectif, c'est de faire mieux que Joseph Kabila. En fait, il est en train de se battre comme un beau diable. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Mais quand il n'a pas une vision assez claire de ce que c'est que la gestion d'un pays. Parce que j'ai comme l'impression que les gens veulent tout de suite faire quelque chose dans leur mandat pour qu'on dise qu'ils font quelque chose. La gestion du pays, c'est pour une longue période. Il faut avoir une politique qui permet même à ceux qui vont venir de continuer ce qu'on a déjà commencé. On ne peut pas prétendre que à lui tout seul dans son mandat, premier mandat, deuxième mandat, puisse industrialiser la RDC, même mettre la RDC sur les rails de l'industrialisation. Ça doit passer par des États. Je vais t'étonner, Guillaume. Vous savez pourquoi dans nos pays, nous achetons nos produits très chers? C'est parce que les échanges mondiaux se font plus de 90% par la mer, par la voie maritime. Et en Afrique, tellement que nous ne sommes pas industrialisés, si on doit prendre un produit de la Chine jusqu'au Togo, par exemple, et que ça fait 1000 km avec 1000 tonnes, le même produit transporté de la Chine en Europe, 1000 km, 1000 tonnes, le transport, le fret maritime est plus coûteux au Togo ou bien en Afrique. Pourquoi? Parce que quand les navires arrivent, ne trouvent plus de marchandises pour retourner. Donc c'est comme une location et donc le prix est doublé chez nous. Vous voyez? Donc ça veut dire que le sac de riz qui va arriver, le prix va doubler. Le même sac de riz, vous allez trouver sur d'autres continents où il y a les allers-retours très moins cher. C'est ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on cherche de midi à 14h. Il faut maintenant qu'on se réveille. L'industrialisation est capitale. C'est-à-dire et on n'a il rien faut à la offrir, transformation. Ce qui fait que ce que nous prenons nous revient très cher. Ça nous revient parce que quand vous allez fixer votre prix de vente, c'est par rapport au coût d'achat. Et donc, si le coût d'achat est élevé, le prix de vente est élevé. Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité due à l'industrialisation de l'Afrique. Et les pays de Maghreb, pourquoi ils bénéficient? Parce que quitter l'Europe pour arriver chez eux est de quelques heures seulement, quelques semaines, quelques jours de la semaine. Et donc, ce n'est pas loin. Donc, ils bénéficient des avantages plus que nous. Donc, il faut qu'on repense. Et que, prise individuellement, ça va être difficile pour nous. Donc, il faut maintenant que les choses soient globalisées d'une manière où, par exemple, on parle de la zone libre d'échange en Afrique, continentale d'Afrique. Il faut qu'on puisse mettre ça en Afrique. Ou soit que le Togo, le port du Togo est dans le transbordement, que les autres ports puissent servir dans leurs produits au port. Et là, les navires qui vont venir aussi trouveront comment les marchandises pour transporter. En cela, les frais seront moins chers pour nous. Vous voyez que ça devient compliqué. C'est pourquoi quand les gens critiquent le projet PIA, je dis, vous ne comprenez rien. Parce que si on ne met pas les piliers, les sous-bassements, la base d'une industrialisation sereine, on ne peut rien faire. C'est complètement, c'est-à-dire nous sommes complètement foutus. Et moi, je vais donner peut-être joie pour dire la France n'a rien. La France n'a rien à avoir dans nos politiques. La France, c'est un pays qui est en train de chercher le bien-être pour ses populations. Et donc, il doit aller, si vous êtes minable en négociation, il va trouver son intérêt. Il ne va même pas chercher à voir si vos enfants mangent, non. Il va voir premièrement si ces enfants mangent au détriment de vos enfants, parce que c'est un grand pays. Donc, on doit savoir que, comme le dit Jacques Chirac, l'Afrique, c'est Jacques Chirac, non? Ou bien c'est De Gaulle qui dit, la France, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, aujourd'hui, il faudrait que nous puissions savoir que ce qu'on appelle la négociation agressive doit être inculqué à tous nos dirigeants, y compris même la population. Et donc, ce que Tshisekedi est en train de faire, oui, il le fait pour sauver son mandat.
et pour dire qu'il a fait quelque chose. Mais moi, je dirais tout simplement, s'il veut sauver la RDC, qu'il puisse mettre plutôt les bassins d'une industrialisation qui permet à la RDC dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, d'être un pays industrialisé digne de ce nom. Et aujourd'hui, ils ont les pétroles, ils ont tout. Pourquoi ne pas choisir le Nigeria, la raffinerie de Dangote pour la transformation? Ça nous permettra de faire quoi? De gagner sur notre continent. Alors, il faut œuvrer pour plutôt de l'industrialisation, la transformation des produits sur place. C'est ce que doit faire Félix Tshisekedi aujourd'hui, en prenant d'abord cette initiative d'aller négocier. Quelque part, il sauve l'accord, au lieu que de vouloir le couper carrément et revenir sur l'accord totalement dans tous ces États. Au moins, il négocie une partie de l'accord pour le profit des Congolais. Oui, c'est pas mal qu'il aille négocier. La négociation est la base de tout développement. Il faut forcément aller commencer par des négociations et tout. Mais ce que nous expliquons ici est au-delà des négociations. Il faut franchir le cap des négociations parce qu'à un moment donné de l'histoire d'un pays, lorsque vous ne faites pas ce qui est extraordinaire, vos pays resteront comme tels. Est-ce que vous savez que dans la majorité des pays qui ont été colonisés, il n'y a que les rails, je vous cite un exemple palpable, les rails qui ont été implantés par le colon existent toujours et que les trains, en tout cas les locomotives qui ont été utilisées existent aussi toujours et ils s'en servent. Sans qu'on puisse mettre en place un système qui permettra de penser et de dire, écoutez, tout ce que le colon a fait pendant nos temps de colonisation, il faudrait que nous puissions penser à rénover ça. Nous puissions penser à une manière de pouvoir faire en sorte que nous puissions être dans la dynamique de prolonger cela et faire en sorte que nous puissions avancer. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous allez être là, vous allez voir des trucs avec des fumées et tout, dans presque tous les pays où le blanc ou encore le colon est passé. Vous pensez qu'un peuple comme ça qui refuse de réfléchir va pouvoir sortir un jour de la colonisation? Non, nous sommes toujours colonisés, il faut qu'on le veuille ou pas, nous sommes toujours sous la colonisation. Et la colonisation n'est pas que physique, elle est aussi mentale, parce que nous refusons de réfléchir, nous refusons de faire des choses extraordinaires, nous refusons d'agir comme des humains pour pouvoir donc essayer donc de sortir de nos difficultés. C'est difficile aujourd'hui qu'on nous dise encore que nous avons des étudiants qui étudient, qui font des études sur quelqu'un qui ne mange que du gari, mais il est là, il étudie l'histoire. Tu as faim, tu ne manges pas à ta faim et tu es là, tu étudies pendant 7 ans, tu es docteur en quelque chose qui n'avantage pas vraiment ton avancée. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné arrêter ces conneries, qu'on puisse vraiment avancer. Toucher du doigt le développement, c'est aussi accepter que oui, nous avons échoué pendant 60 ans, nous avons échoué pendant 110 ans. Cette fois-ci, nous voulons relever le défi. Cela revient des leaders éclairés. Quand vous n'avez pas la chance d'avoir au sein de vos pays d'Afrique, à la tête de vos États, des leaders éclairés qui peuvent oser toucher du doigt la réalité, je pense que c'est toute l'Afrique qui va être vaincue. Et malheureusement, des personnes qui sont capables de le faire, des personnes qui osent, qui veulent apporter le changement, ils sont toujours calés, ils sont toujours empêchés, ils sont toujours, en tout cas, ils sont toujours écartés. Mais est-ce que nous allons être toujours dans une situation de victimisation? Non. À un moment donné, peu importe quoi qu'on dise, nos ancêtres qui ont innocemment semé leur sang à travers donc des batailles rudes vont intervenir. Ils vont donner en tout cas des tons. Même si les morts ne parlent pas, il y aura quand même une force qui va intervenir pour que vraiment l'Afrique puisse sortir de cette routine qui a toujours guidé nos pas et qui nous sombre dans des ténèbres inouïes. Merci Jacques Omitalake. Nous marquons la pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission.